Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. L'intelligence artificielle en aide pour différencier la Covid-19 de la grippe saisonnière. L'avion chinois C919 a effectué son premier spectacle aérien. Beijing s'apprête à déployer son yuan numérique grâce au Mate 40 Pro de Huawei. À Hong Kong, des diamants pour lutter contre le manque et le prix élevé des places dans les cimetières. En Chine, une entreprise chronomètre ses employés aux toilettes. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons à Beijing où une très belle initiative a vu le jour. De nombreux bénévoles permettent à plus de 2 millions de personnes souffrant de problèmes de vue d'y voir un peu plus clair l'espace d'un instant. Le projet Cinéma de Lumière offre à ces catégories de personnes l'occasion d'apprécier des films sans la vision. Dans un article publié en octobre dans la revue Nature Communications, relayé par China Daily, des chercheurs chinois proposent un modèle d'intelligence artificielle qui pourrait aider les médecins à différencier très rapidement la Covid-19 de la grippe ou de la pneumonie. Depuis la pandémie de la Covid-19, de nombreux systèmes d'intelligence artificielle ont été développés et utilisés en première ligne pour la détection et le diagnostic du virus. Mais à l'approche de la saison de la grippe, si celle-ci et la Covid-19 devraient se déclarer en même temps, la différenciation entre les deux maladies se révélerait difficile pour le corps médical. Un nouveau modèle d'intelligence artificielle pourrait apporter une solution au problème. Des chercheurs de l'université Tsinghua et de l'Union des hôpitaux de Wuhan ont développé et évalué un système d'IA qui utilise un vaste ensemble de données concernant plus de 11 000 scans provenant de cas de la Covid-19, de la grippe, de la pneumonie et d'une maladie respiratoire ne relevant pas de la pneumonie. Selon l'article, les scans provenant de la Covid-19 ont été collectés sur des patients hospitalisés entre février et mars dans 3 hôpitaux de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie en Chine. Le modèle d'intelligence artificielle en question, connu étant un système basé sur un réseau neuronal à convolution profonde. Il peut transformer les expériences de détection des maladies accumulées par les professionnels de santé en algorithmes permettant la différenciation de ces maladies respiratoires avec un haut degré de précision. L'utilisation du modèle d'IA aiderait à réduire la charge de travail des médecins, l'étude montrant que l'IA n'avait besoin que de 2,37 secondes pour lire une radio contre 6 minutes 30 pour les radiologues. Mais ces derniers seraient plus efficaces pour distinguer les pneumonies des maladies respiratoires ne relevant pas de la pneumonie. Bien que l'utilisation des scans pour différencier la Covid-19 des autres formes de pneumonie est contestée, surtout dans les premiers stades de la maladie, le développement d'un algorithme spécifique à la Covid-19 était nécessaire, selon Feng Jiang, co-auteur de l'étude de l'université Tsinghua, en ajoutant que les scans ont joué un rôle vital dans les évaluations de la gravité des cas et la gestion des patients. Des applications connexes du système d'IA ont été utilisées par les médecins des hôpitaux de Wuhan, car l'algorithme de diagnostic de l'IA présentait l'avantage de pouvoir être utilisé à grande échelle et de manière rapide et répétée. L'avion chinois C919 a participé à un spectacle aérien lors d'une exposition qui s'est ouverte samedi dans la province chinoise du Jiangxi. Il s'agit de la première représentation de ce genre pour l'avion de ligne fabriqué par la Chine. Le C919 a participé à son premier spectacle aérien. Cet avion de ligne chinois est en concurrence directe avec 2 fleurons de l'aviation civile, l'A320 d'Airbus et le 737 de Boeing. D'une capacité de 190 passagers, le C919 a un rayon d'action de 5500 km. Après un vol inaugural en 2017, il a participé ce week-end à son premier spectacle aérien lors de la Nanchang Flight Convention. Une manière de dire aux clients que le carnet de commandes est ouvert et que les premières livraisons pourraient se faire sans tarder. Selon des sources officielles chinoises, 815 commandes ont déjà été signées, venant de 28 entreprises dont 27 chinoises. Une bonne nouvelle pour le constructeur chinois, mais aussi pour des groupes européens et américains. En effet, le biréacteur est équipé de moteurs LEAP-1C conçus par Safran et General Electric via une entreprise commune, CFM International. Le groupe a même obtenu qu'il ne soit pas assemblé en Chine, mais en partie en France sur le site de Villaroche, en Seine-et-Marne et aux États-Unis. Zodiac est également de la partie.
Le groupe fournit les toboggans d'évacuation, les équipements de la cabine de pilotage, la porte blindée du cockpit, les cuisines et les toilettes. Sur ce point, le Covid pourrait aussi affecter les plans de Comac. La Chine projette de construire 2000 nouveaux aéroports et aurait besoin de 8000 appareils supplémentaires pour desservir son territoire dès la fin 2021. Actuellement, seulement 919 seraient en phase de test et l'assemblage des éléments venant hors du pays serait ralenti par la crise. Alors que la Chine avance à pas de géant pour développer son yuan numérique, le gouvernement du pays semble avoir trouvé un excellent moyen de le propager à grande échelle. Huawei annonce que son smartphone Mate 40 Pro propose désormais de payer avec la MDBC, la monnaie digitale de la Banque centrale chinoise. C'est dans un message publié sur Weibo la semaine dernière que Huawei a fait savoir que son téléphone phare, le Mate 40, proposerait bientôt de payer en yuan numérique. Une avancée technologique de taille pour le pays, quelques jours seulement après le dévoilement d'une loterie géante dans la ville de Shenzhen qui avait déjà pour objectif de tester la MBDC chinoise. La Chine cherche clairement à promouvoir le yuan numérique afin d'étudier les comportements de consommation des citoyens chinois. Avec cette fonctionnalité disponible sur les smartphones Huawei, on peut penser que la MBDC chinoise va se développer beaucoup plus vite que prévu. Le yuan numérique sera donc compatible avec le portefeuille numérique de Huawei et l'application Huawei Pay. La stratégie de Beijing est la bonne, une distribution massive d'appareils capables de commercialiser le yuan numérique est essentielle pour permettre l'adoption d'une telle technologie. Le gouvernement chinois va se heurter à un problème de taille. De récents rapports montrent que les ventes de smartphones de la marque Huawei ont chuté partout à travers le monde, y compris en Chine. Beijing devra peut-être revoir ses plans et s'associer avec un autre fabricant de smartphones. Ajoutons que le fait que Huawei soit prêt à sauter le pas signifie très probablement que d'autres fabricants le seront aussi très bientôt. Il ne fait aucun doute que de nombreux citoyens chinois pourront très certainement utiliser cette nouvelle monnaie numérique. D'autres smartphones de la même gamme que le Mate 40, plutôt premium, devraient s'aligner et proposer une solution pour utiliser le yuan numérique du gouvernement. Alors que la Chine tente d'être le pays le plus en avance sur la question de la MBDC, la Corée du Sud n'est pas loin derrière. La Banque de Corée prévoit d'émettre sa propre monnaie numérique. Une expérience vise à vérifier si la monnaie numérique peut remplacer les espèces ou les formes existantes de monnaie fiduciaire. Le pays en est à la deuxième phase du processus qui doit se dérouler en 3 étapes. L'émission de la monnaie virtuelle fera l'objet de cette 3e étape et débutera au début de l'année 2021, comme indiqué par les autorités. Un acte horrible dont la vidéo a déclenché une vive polémique en Chine. En pleine rue, un homme a battu sa femme jusqu'à la mort, la laissant dans une mare de sang. Le tout sous les yeux de nombreuses personnes qui ont regardé sans rien faire. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties. Des vidéos insoutenables secouent les réseaux sociaux chinois depuis samedi. Les images tournées en plein jour à Suozhou, province du Shanxi, montrent un homme battant sa femme à mort dans l'indifférence générale. Plusieurs personnes assistent en effet à la scène sans s'interposer. Selon The Independent, tout a commencé par un banal accident entre le couple qui circulait en trottinette électrique et un autre véhicule. Sur un trottoir, l'individu s'est ensuite acharné sur sa femme. Une vidéo circulant sur le web montre des cyclistes, des motards et des passants, dont des enfants, assistant à la scène sans essayer de s'interposer. Certains sortent même leur téléphone pour immortaliser la scène. Quelques instants plus tard, on peut voir la victime gisant au sol dans une mare de sang. Sur d'autres images filmées d'un autre angle, on constate qu'au moins 4 personnes regardent le Chinois traîner son épouse par terre et la frapper plusieurs fois avec une chaise sans réagir. Un porte-parole de la police a fait savoir à l'agence Reuters que le suspect est aux mains des organes de la sécurité publique et que l'affaire fait l'objet d'une enquête approfondie. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de commentaires condamnent le manque de réaction des témoins et le laxisme face à la violence conjugale dans certains secteurs de la société chinoise. Pékin a introduit une loi spécifique criminalisant la violence domestique en 2015. Selon un article publié par Amnesty International en 2018, une femme sur 4 est victime de violences conjugales en Chine.
À Beijing, l'entreprise de technologie Kuaishou a expérimenté un nouveau concept qui n'a pas plu à tout le monde. Vendredi dernier, des photos montrant des chronomètres placés au-dessus des toilettes de la société ont été diffusées sur le Twitter chinois Weibo. Cette nouvelle installation a provoqué la colère du personnel et d'une majorité d'internautes. Sur les photos, des capteurs sont visibles sur la porte servant à déclencher la minuterie lors de l'entrée puis de la sortie des utilisateurs. La publication de ces photos a suscité une vague de colère des employés et des internautes, trouvant cela honteux d'être contrôlés même à cet endroit. Une minorité a cependant suggéré que cette nouvelle installation était une bonne idée pour éviter que les employés utilisent trop longtemps leur smartphone aux toilettes pendant leur temps de travail. Selon une internaute, certaines personnes pouvaient même rester jusqu'à 30 minutes aux toilettes. La société a nié avoir voulu limiter le temps d'utilisation des toilettes, pointant du doigt un réel problème quant à la queue pour accéder à ces zones. Le bâtiment ne comporte pas assez de toilettes, d'où l'installation de minuteurs. Par ailleurs, Kuaishou a annoncé avoir mis en place ces minuteries afin de pouvoir déterminer le nombre de toilettes supplémentaires à installer. Des justifications qui n'ont pas convaincu les employés. Selon eux, l'entreprise cherche simplement à maximiser son chiffre d'affaires. Dans d'autres entreprises de technologie, des employés ont révélé des méthodes à peu près similaires. À Shanghai, une société limite l'utilisation des toilettes des employés à 10 minutes par jour, tandis que les pauses toilettes doivent être signifiées dans une autre entreprise. Les diamants sont éternels et à Hong Kong encore plus qu'ailleurs. Depuis quelques années, la grande mode là-bas est de transformer les cendres des défunts en pierres précieuses. La rareté des espaces funéraires et leur prix exorbitant poussent la population à se tourner vers des solutions alternatives telles que les diamants mémoriels. Hong Kong est l'un des endroits les plus denses au monde, avec presque 7000 personnes au kilomètre carré. La situation s'explique aisément. Entre sa péninsule recouverte de forêts, ses montagnes et ses 260 îles, ce sont moins de 25% du territoire qui sont réellement habitables. Avec une population en constante augmentation, le marché immobilier hongkongais est depuis bien longtemps l'un des plus chers du monde. Depuis les années 1970, les immeubles sont toujours plus hauts, les appartements de plus en plus petits et de plus en plus chers. C'est ainsi que l'on a vu pousser la monstrueuse citadelle de Kowloon, connue pour avoir abrité près de 1,9 million d'habitants au kilomètre carré dans un bâti à peine traversé par la lumière naturelle. Après sa destruction, des maisons-cages ont pris le relais. Ces habitations sont si petites qu'elles sont aussi appelées appartements cercueils. Cette pénurie d'espace abordable ne concerne pas uniquement les vivants. Hong Kong n'a plus de place pour enterrer ses 50 000 morts annuels, ni pour entreposer leurs cendres. Ce sont près de 400 000 urnes qui auront du mal à trouver une place d'ici à 2023. Dans cette véritable course au terrain, limitée par la superficie praticable de l'île, les familles peinent à payer des espaces funéraires correspondant à leur rite. Les prix des tombes privées soumises aux mêmes lois que l'immobilier coûtent aujourd'hui près de 25 000 €. Leurs équivalents publics semblent moins chers, mais le prix émotionnel à payer l'est beaucoup plus. La loi hongkongaise oblige les tombes à être ouvertes tous les 6 ans pour en exhumer les corps et les incinérer. Et quand la crémation est la première option de certaines familles, il leur faut attendre en moyenne 4 ans pour qu'une place se libère dans les columbariums. Ainsi, la dernière mode en date consiste à transformer les cendres de proches décédés en diamants, un concept de Rinaldo Willi qui a fondé en 2004 l'entreprise suisse Algordonza. Et cette technique séduit Hong Kong depuis 2008, année de l'ouverture du premier bureau de la firme dans la région. 500 grammes de cendres récentes ou anciennes et 6 mois d'attente sont nécessaires à la confection d'un diamant mémoriel dont la couleur varie en fonction de la qualité de bord contenu dans les cendres. Si le coût des produits les moins chers proposés par l'entreprise suisse s'élève à 3 600 €, il reste relativement accessible quand on connaît le marché funéraire de la ville, ce qui explique sans doute son succès. 4 années après son ouverture, la branche hongkongaise avait déjà doublé ses revenus. Les meilleurs livres vous transportent dans un autre monde et les librairies les plus magiques contribuent à en faire une réalité. Le libraire chinois Zhong Shuke est réputé pour ses superbes librairies et son dernier avant-poste à Tongjiangyuan dans la province du Sichuan ne fait pas exception à la règle. Zoom sur cette librairie fascinante. Entrer dans cette librairie, c'est s'immerger dans le rêve éveillé d'un architecte qui ne craint pas de repousser les limites du réel.
Situé dans la ville de Chengdu, au centre-ouest de la Chine, ce magasin, qui dispose de plus de 80 000 livres, a été conçu par le cabinet d'architecture X plus Living, basé à Shanghai, à qui la ville Zhongshuge doit déjà plusieurs sites du même gabarit. L'espace de 2 étages prend des dimensions de cathédrale par ses plafonds en miroir et ses sols en carrelage noir brillant qui reflètent les innombrables étagères de livres. Cette mise en abîme crée un effet visuel proche d'une lithographie de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher. Le plafond du miroir dans l'espace était déjà la signature de la librairie Zhongshuge, explique Li Xiang, fondateur de X plus Living. Il étend efficacement l'espace par réflexion. Dès l'entrée, les bibliothèques en forme d'alcôve créent des espaces intimes où découvrir et feuilleter les livres. Au centre du magasin, des arcades et d'imposantes colonnes emplissent toute la hauteur de l'espace. Ces bibliothèques s'inspirent de l'histoire et de la topographie de la région. Nous avons replacé le paysage local dans l'espace intérieur, poursuit Li Xiang. Du Shugyang est une ville dont l'histoire vit au rythme du développement de la conservation de l'eau depuis très longtemps. Dans la zone principale de la librairie, on voit la construction du barrage intégré aux étagères. L'agence d'architecture a utilisé des imprimés de livres sur les étagères supérieures pour donner l'impression qu'ils s'étendent du sol au plafond. Si nous installons de vrais livres sur les étagères supérieures, il est non seulement difficile de les atteindre, mais aussi de les dépoussiérer. Le magasin possède déjà une collection de plus de 80 000 ouvrages, il n'y a donc pas de gaspillage d'espace. L'éclairage est un autre élément clé de la conception des lieux. Nous avons conçu des lignes lumineuses qui dessinent le contour de chaque rangée, rendant les étagères plus stéréoscopiques et claires pour donner au lecteur un impact visuel fort et faciliter la recherche des ouvrages, explique l'architecte. Au premier étage de la librairie se trouve un café et un espace ludique pour les enfants qui comprend des bibliothèques en bambou ornées de pandas. Des piles de coussins colorés offrent des espaces de lecture confortables aux petits lecteurs. Le deuxième niveau comprend de nombreux sièges où les clients peuvent parcourir leur sélection, travailler ou se rencontrer. Ce projet est un concept holistique, affirme Li Xiang. Nous avons coordonné chaque recoin de l'espace pour nous assurer que tout élément fonctionnel, qu'il s'agisse d'une bibliothèque ou d'un bureau, ne s'éloigne pas du thème ou de l'esthétique des lieux. Tous les éléments semblent réunis pour offrir aux visiteurs une expérience inspirante. Ce que je trouve fascinant, c'est que la librairie représente vraiment le paysage local, le barrage, même si c'est d'une manière abstraite et artistique, conclut l'architecte de X plus Living. Dans cet espace, quand votre corps perçoit sa propre taille par rapport à celle des lieux, l'impact sur son âme se rapproche de la crainte ressentie à l'égard de la nature. Ici et dehors, l'ingéniosité humaine imite la nature pour bâtir des projets pour le bien de la société. Et pour finir ce journal, on se rend au Cinéma de Lumière, un lieu où les aveugles y voient plus clair. Grâce aux efforts de plus de 500 bénévoles, 2 millions de Chinois visuellement déficients sont désormais en mesure d'apprécier des films. Un reportage signé CGTN. 欢迎来到光明影院，我是讲述人中国传媒大学本科生陈忠瑞。蔡兴福又比起大拇指朝高处的一个据点瞄准，画面转黑，影片名称出现：解放，终局营救。 Récemment, sous le patronage du gouvernement du district de Chaoyang, une séance de projection de films consacrée aux personnes visuellement déficientes a eu lieu en plein cœur de Beijing. Accompagnés de bénévoles du projet Cinéma de Lumière, une quarantaine d'auditeurs y sont présents pour apprécier un film en audio-description. 他讲解的更详细一些哈，而且呢，一个是我们的视力不是特别好，再一个年龄随便比较稍微长一点儿，可能会有很大帮助的。以后像有这种活动，还是挺愿意参加的。 北京市朝阳区呢一直高度重视视障朋友的精神文化生活，所以我们与中国传媒大学合作，将光明影院项目呢率先全国落地北京市朝阳区的5家影城，进行常态化的固定放映。 Dans le cadre du projet Cinéma de Lumière, inauguré fin 2017 par l'Université de communication de Chine et plusieurs entreprises chinoises, presque 200 projections gratuites ont déjà été organisées en faveur des non-voyants et des malvoyants. Le projet Cinéma de Lumière offre à ces catégories de personnes l'occasion d'apprécier des films sans la vision.
很多道路上都铺有盲道，他们的这个行走的盲道呢，我们这种用硬件可以能够来完成。然后想到了就是这个心灵盲道，其实也是需要就是有人来构筑的。L'équipe de cinéma de lumière est essentiellement impliquée dans l'audiodescription de films. Il s'agit d'un procédé qui permet de rendre accessibles des films aux personnes non-voyantes ou malvoyantes grâce à un texte en voix off qui décrit les éléments visuels de l'œuvre. Ayant pour objectif de décrire 104 films par an, plus de 500 bénévoles participent au projet. 全国呢有1700多万的视障朋友，那么我们现在通过各种组织活动，包括呢我们的这个光明影院项目都到了大凉山、西海固等边远贫困地区，累计有200万的视障人士，在这个项目的帮助之下走入了电影院。去年我们到这个北京盲校的时候，在放映之后，有一位小男孩紧紧地抓住我们的手说：“他说，哥哥姐姐，可以再给我放一场，再给我讲一场吗？因为我之前真的没有看过电影，也不知道电影里面到底讲的是什么东西，我真的特别喜欢。”这个小男孩就让我们特别触动，觉得我们做的这些事情是有意义的。在这个过程中，它不仅是学生专业素养的提升，同时呢，也是他们的爱心、责任心和公益心的培养。所以呢，我们也会把这个项目延续下去。Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Et pour continuer à suivre toute l'actualité, retrouvez nos vidéos sur mandarintv.fr. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.